Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 9 au 16 février 2024, la première phase de la deuxième lune d'hiver nord, été, sud. Donc, du point de vue lunaire, on attaque le cœur de l'hiver. On va voir ce que ça va faire. En tout cas, les jours rallongent. Et donc, pour nous, dans l'hémisphère nord, bien sûr, c'est le contraire dans l'hémisphère sud. Et donc, nous allons aller, première phase de la lunaison, de la nouvelle lune au premier quartier. Nouvelle lune le 9 février à 23h58 et premier quartier le 16 février à 16h pour notre heure en France métropolitaine. Alors, donc on va voir la lune apparaître en premier croissant le 11 au soir, le 10 au soir, difficile, avec un instrument peut-être, et puis ensuite le 12, etc. De soir en soir, elle va être de plus en plus présente dans le ciel du côté du couchant de l'ouest, et le croissant va être de plus en plus gros jusqu'au premier quartier, donc demi-lune. Les événements de cette semaine, eh beh, du coup, on va la voir le soir, la lune conjointe aux 4 grosses planètes du soir. On va pas trop la voir avec Saturne parce que Saturne, c'est fini, ça va être, difficile. Elle se rapproche trop du soleil, du moins le soleil se rapproche trop d'elle, bien sûr, de notre point de vue géocentrique et en distance angulaire. Voilà, il y a Saturne et puis le soleil, il approche chaque jour, il fait 1 degré. Donc, bientôt, Saturne va être en conjonction au soleil le 28 février. Donc, Saturne disparaît, n'est plus visible. Mais au cours de la semaine, ensuite, la Lune est conjointe à Neptune, qu'on voit pas davantage, qui se couche 1 heure après Saturne, mais bon, c'est pareil, c'est fini pour observer Neptune. Puis, elle sera conjointe à Jupiter à le 15 et à Uranus le 16. Attendez, je vérifie. Oui, oui. Et donc ça, ce sera très très bien visible avec Jupiter, bien entendu. Quant à Uranus, il faut prendre des jumelles. Alors voilà donc pour la Lune au cours de cette semaine. Cette période est relativement courte car la Lune est au périgée, donc le 10, je crois. Là, on va revoir tous les détails, voyons, sur la fiche. Donc je partage avec vous la fiche avant d'aller voir avec Stellarium ce qu'on aura à voir cette semaine. Donc, je partage l'affiche et puis j'aurai des choses sympas à partager avec vous après ça. Voilà. Donc, du point de vue, donc d'abord, donc de la nouvelle lune au premier quartier, la lune est visible en croissant le soir, en croissant de plus en plus gros et de plus en plus tard en première moitié de nuit, mais elle va se coucher. Et donc, le jour du premier quartier, elle culmine au début de la nuit et se couche aux alentours de la minuit. Donc, le 9 à 0h24, le dernier croissant de la vieille lune, donc, est conjoint à Mercure, c'est même la veille dans le plan équatorial, c'est à 0h24. Mercure est devant la constellation du Capricorne, dans le signe du Verseau. La Lune, qui remonte en déclinaison, rentre dans les limites zodiacales sud. Elle était en déclinaison sud et donc elle a touché le fond, comme on pourrait dire, là, quelques jours auparavant, le 7 probablement. C'est ça, le 8. Voilà. Le 8, la Lune était à sa déclinaison minimale, elle remonte et rentre dans les limites zodiacales à 0h35 le 9. Donc, à la nouvelle Lune, la Lune est en déclinaison sud, mais elle remonte et elle est dans les limites zodiacales. La nouvelle Lune se produit dans le 21e degré du signe du Verseau. La Lune et le Soleil sont devant la constellation du Capricorne. Après cela, donc, le samedi 10, elle entre dans le signe des Poissons. Le premier croissant, comme je vous le disais tout à l'heure, sera visible avec un instrument délicat, hein, avec un bel horizon bien net, forcément à 1 degré seulement au-dessus de l'horizon pendant 10 minutes, un quart d'heure.
environ 30 minutes après le coucher du soleil, donc c'est délicat. La Lune est au périgée à ce moment-là, le samedi 10 à 19h53, donc au plus près de la Terre. C'est pour ça que là, son pas, elle avance vite, voilà, elle avance vite dans son tour de Terre, ou du moins visuellement dans le ciel. C'est la période où son pas journalier est de 15 degrés, tandis que quand elle est à l'apogée, son pas journalier est de 12 degrés. Donc là, elle est au périgée samedi 10 à 19h53 et elle est conjointe à Saturne le 11, dimanche 11 à 2h44. Alors, Saturne est un petit peu au-dessus de la Lune, donc c'est vraiment un tableau délicat le soir du premier croissant, le 10, et de voir le croissant et de voir Saturne. On verra ça avec Stellarium. Elle est conjointe à Neptune, ensuite la Lune, le 12 à 8h11. Elle entre dans le signe du Bélier le 12 à 14h25. Elle traverse le plan équatorial, donc elle passe en déclinaison nord le 12 à 19h04. Je continue avec la Lune. Elle passe ensuite à son nœud ascendant, donc dans le plan de l'écliptique. Elle passe au-dessus du plan de l'écliptique, mardi 13 à 18h01. Donc elle passe aussi en latitude écliptique nord. Elle entre dans le signe du Taureau le mercredi 14 à 16h02. Jeudi 15 à 7h30, elle est conjointe à Jupiter, donc ça se verra très très bien le 15 au soir. Et elle est aussi conjointe à Uranus le vendredi 16 à 1h26. Donc en fait, jeudi 15 au soir, on a Jupiter, la Lune et Uranus. Elle a déjà conjoint Jupiter et elle va être conjointe à Uranus, qu'évidemment on ne voit pas à l'œil nu, surtout bien sûr si la Lune n'est pas loin, mais qu'on peut trouver aux jumelles. Et donc, sur ce, le vendredi 16 à 16h, c'est le moment du premier quartier de Lune qui se produit dans le 21e degré du signe du Verseau pour la Lune. Qu'est-ce que j'ai mis une bêtise? Du Taureau pour la Lune et du Verseau pour le Soleil. Vous voyez, heureusement que ce n'est pas encore en ligne, je vais corriger. 21e Taureau, Verseau. Les petites bourdes, alors ça, les petites bourdes comme ça qui sont énormes, hein, si vous voulez bien me les faire remarquer, mais c'est avec grand plaisir. C'est un petit jeu là, essayez de trouver. J'en laisse tout le temps des erreurs. Bon, bien que je m'engage à corriger les vôtres, mais c'est réciproque. N'hésitez pas à en relever quand vous en voyez. Et donc, ce jour du premier quartier, à 20h39, donc après le premier quartier, la Lune entre dans le signe des Gémeaux et elle est donc conjointe aux Pléiades, l'amas des Pléiades dans la constellation du Taureau, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Et la Lune va occulter un certain nombre d'étoiles des Pléiades, et il y en a de visibles pour nous. Alors, quoi d'extraordinaire aussi cette semaine? C'est que c'est le nouvel an chinois. La nouvelle lune marque le nouvel an chinois. Donc, c'est à l'heure de Pékin que ça se décide, la date. Donc, à l'heure de Pékin, c'est déjà le 10, hein, puisque c'est temps universel moins 8 heures. Donc, il est déjà le 10, 6h58 à Pékin. Donc, c'est le jour du nouvel an chinois. C'est l'année du dragon de bois Yang. Donc, un, euh, on rentre dans le premier des troncs célestes, celui du bois, car je vais vous expliquer un petit peu comment c'est organisé le calendrier chinois. À la fin, on va en parler. Et puis aussi, le 14, c'est le jour de la Saint-Valentin, qui n'est pas sans une date, qui n'est pas du tout sans intérêt calendaire et astronomique. Donc voilà, on va aller d'abord voir un petit peu sur Stellarium ce qui se passe. Hop, on saute sur Stellarium. J'espère que voilà, vous voyez bien. Donc nous sommes ici le 16 à 16h41 chez moi, donc 16 février 2024. Donc le soleil n'est pas encore couché, n'est-ce pas? Il va se coucher à 18h10, donc allons-y. Voilà, il est maintenant 18h41. Ça fait une demi-heure que le soleil est couché. Et voyez, Saturne est là, dans le crépuscule. Et accrochez-vous pour la voir. Je pense que ça va être difficile, même avec des jumelles.
Et surtout étant donné comme les horizons sont saturés, même s'il fait beau, l'horizon est toujours saturé de particules, ça se voit à l'œil nu, sur une vingtaine, si ce n'est une trentaine de degrés de hauteur, ce qui rend ce genre d'astre, souvent c'est Mercure aussi, qu'on a dans des conditions comme ça, euh, indétectable. Bref, alors, nous voilà le 9 au soir, on va se rendre le 10 au soir, donc le 9 pas de lune, le 10 un tout premier croissant de lune, vous voyez, et il va falloir, il est en dessous de Saturne, je vais changer de paysage, voilà, je vais passer en paysage océan pour voir vraiment jusqu'au ras de l'horizon ce qu'on peut voir. Et donc, vous voyez la lune, ici en premier croissant, est juste en dessous de Saturne. Le 10 au soir, 18h41, là. Donc une demi-heure après le coucher du soleil. Donc fixez-vous plutôt quand je dis une demi-heure après le coucher du soleil, parce que personne n'a le coucher du soleil exactement à la même heure. Donc il faut que ça change. Je grossis la lune pour qu'on voit son croissant, comme il est fin, fin. Ce petit croissant de lune de 1%. Donc vraiment, c'est un très fin croissant ici, allez-y, pour le distinguer. Alors on sera plus à l'aise le lendemain. Là, le lendemain, pas de souci. Le 11 au soir, donc, nous y allons. Je me remets sur un zoom 170 degrés, 150, 160. Voilà. Bon, ça veut 70, ça ira. Le lendemain, la lune, hop, là, j'ai sauté 2 jours. On va pouvoir prendre une heure plus tard, vous voyez, parce que là, 18h40, alors on va se mettre à 19h40. Là, la lune va se coucher à 20h20. On a encore une demi-heure là avant son coucher. Je grossis. On va voir. Le croissant est encore très fin, n'est-ce pas? Mais néanmoins un petit peu moins. Et donc, à ce moment-là, elle est devant la constellation. Là, ici, c'est les poissons. Donc, elle est conjointe à Neptune. C'est le 11 au soir, oui, mais bien sûr, Neptune, qui doit être par là. Allez, c'est Neptune. On la verra pas non plus. Vous voyez, la Lune est au-dessous de Neptune, donc fin croissant. L'étoile qu'on verra le mieux, c'est elle, Divda de la baleine, à l'ouest-sud-ouest. Donc notre fin croissant de Lune. Et Neptune, c'est une très bonne jumelle. Essayez de repérer Neptune. C'est la dernière fois, c'est pareil, hein. Le Soleil s'en rapproche. Vous voyez le dessin que ça fait si on grossit. Donc il y a 4 étoiles qui forment une espèce de rectangle. Et une, deux étoiles plus petites et Neptune ensuite. Mais c'est vraiment la fin. Donc on va pas s'attarder là-dessus. On va se recentrer sur la Lune et la suivre de soir en soir. Bon, là, vous voyez du coup les constellations qui se couchent en début de nuit. Donc Pégase et les poissons et le cygne se couchent en début de nuit. Le lendemain, le 12 février, la Lune a pris un peu de gras. Le croissant de Lune a pris un peu de gras. Donc, je vous rappelle qu'on voit toujours la ligne où le soleil se lève. Donc, le 12 février au soir, vous pouvez voir le soleil se lever sur la mer des Crises, ce petit rond noir isolé qui est le premier éclairé par la lune nouvelle. Sur la lune nouvelle, c'est la mer des Crises. Voilà. Donc, ça, c'est le 12. Donc, la lune est devant la constellation des Poissons. Le 13, elle avance devant la constellation des Poissons. Le croissant grossit. Le 14, elle se rapproche de Jupiter. Donc, le 14 au soir, voyons, par rapport à l'horizon, je vais maintenant, elle est haute. En début de nuit, elle est haute. Donc, nous sommes au sud-ouest, à une bonne hauteur déjà. On va afficher azimut hauteur. À 40, pratiquement 45 degrés de hauteur. Voilà. La Lune, en croissant affirmé, maintenant, à droite de Jupiter, au sud-ouest, en début de nuit.
Et puis, je vais la mettre au milieu. Le lendemain, ah ben, elle passe trop. Alors, soit ça passe 0, soit on passe 2. Là, c'est le 16. Bah oui, ça va trop vite. Le 14, le 15. Voilà, le 15. Ici, donc, nous avons notre lune presque demi, pas encore, hein. Elle est un gros croissant. Vous voyez, il y a Uranus tout près. On a globalement la Lune qui fait la pointe d'un triangle entre Jupiter et Uranus. Donc, vous aurez un peu de peine à voir Uranus, bien sûr, puisqu'il y aura l'éclat de la Lune. Ici, les Pléiades, juste à côté. Ici, l'étoile Aldébaran du Taureau. Donc, ici, les étoiles du Bélier, Amal-Shératan. Ici, la tête de la baleine. Voilà. Donc, nous sommes au sud-ouest en début de nuit. Le spectacle est là. Jupiter, la Lune. Et le lendemain, je me remets sur la Lune est conjointe donc aux Pléiades, comme nous l'avons dit, pour le premier quartier à 16. Il a lieu à 16 heures, donc 19h41. La Lune est déjà gibbeuse croissante. Et vous voyez, je fais exprès de ne pas la grossir pour qu'on voit les étoiles autour. Donc ici, les Pléiades. Donc la Lune passe juste en dessous des Pléiades et elle va même occulter un certain nombre d'étoiles. En particulier, on va pouvoir l'observer de suite, ça. En particulier, l'étoile HD 23753 de magnitude 5 serait elle. Non, c'est pas elle. C'en est une autre. Ah oui, je vais afficher la magnitude également. Voilà. Donc, celle-là, elle est encore moins brillante. C'est pour une plus brillante que ça. 23753. Ah voilà, faut attendre un petit peu plus. C'est à 21h54. Donc, on va 19h41 là. 20h41, 21h41. Alors, vous pouvez suivre la Lune et on va voir l'étoile. Vous allez repérer avec des jumelles, parce que sinon la Lune est trop brillante, vous ne verrez pas l'étoile. Vous mettez la partie lumineuse hors du champ, des jumelles. Vous regardez la partie nuit de la Lune, et donc vous allez voir l'étoile qui, selon votre localisation, va disparaître. Chez moi, c'est à 21h54, mais chez vous, ça peut être un peu avant ou un peu après. Et donc voilà, c'est la partie intéressante à observer. C'est quand l'étoile disparaît derrière la partie nuit de la Lune, quand la Lune est croissante, et quand la Lune est décroissante, on aime observer la réapparition de l'étoile après son occultation par la Lune, car elle réapparaît du côté nuit. Là, en l'occurrence, nous sommes en Lune croissante, donc elle apparaît, l'étoile disparaît, c'est la disparition de l'étoile qui a lieu du côté nuit. Et voyez, donc tout ça, c'est les Pléiades. Et bon, bah, cette étoile, semble-t-il, en fait partie, car sa distance est la même que celle des autres étoiles de la constellation, enfin de l'amas ouvert des Pléiades, distance 422 années-lumière. Ça, c'est Alcyone, 403. Ça, c'est Mérope, 380. Ça, c'est Maya, 383. C'est les plus importantes, hein, des Pléiades. Et ça, c'est Électre 404. Donc, avec cette petite étoile, en fait très, très certainement, bien entendu, partie des Pléiades. Que voulais-je vous raconter d'autre? Bah, on n'a pas vu le reste du ciel, hein. Qu'est-ce qui se passe après une fois que la Lune est couchée? Eh bien, en fin de nuit, donc là, il n'est que 21h53. Nous sommes le 16. Donc, je vais revenir dans la semaine. Allez, le 13. Le 13, on va aller plus tard dans la nuit, donc il y aura plus de lune. Donc, on va voir les astres qui se couchent à 23h. 23h, on voit donc le Taureau qui plonge, hein. Jupiter va se coucher de bonne heure. Orion est déjà au sud-ouest en train de descendre. Donc, ici, si on regarde vers l'ouest, on a Percé, le Taureau et Orion. Et puis, voici, c'est bien simple. Donc, on va aller jusqu'au milieu de la nuit. 22h53, 23h, coucher de la Lune. C'est parce que c'est le 13, hein, chaque jour, hein.
Elle se couche de plus en plus tard. Le 13, minuit pratiquement, je vais me mettre à l'heure pile, voilà. Minuit, 1 heure du matin, donc c'est à peu près le minuit vrai. Je signale que l'équation de temps atteint son premier maximum positif de l'année. Donc c'est et donc cette semaine-là, donc le midi vrai et le minuit vrai par conséquent ont lieu 14 minutes après le midi moyen. Donc chez nous, sur le méridien de Paris, le midi moyen est à 49, midi 49 quand on est en heure d'hiver, et donc minuit moyen, 0h49 en heure d'hiver, et donc 14 minutes de plus, ça met midi à 13h05 et minuit à 1h05. Voilà. À partir de là, l'équation de temps diminue. Elle est nulle le 1er avril, je ne sais plus. Et elle atteint son premier maximum négatif début mai. Donc à partir de là, le midi et le minuit vrai ont lieu de plus en plus tôt par rapport au midi et au minuit moyen. Donc nous sommes au milieu de la nuit. Nous allons nous tourner vers le sud d'abord pour voir ce qui culmine en milieu de nuit. Donc en milieu de nuit culmine l'hydre femelle et le lion, voilà, avec l'étoile Régulus du lion et l'étoile Alphare de l'hydre femelle. J'ai oublié quand même de regarder avec vous ce qui culminait en début de nuit. Donc on va revenir en arrière, en début de nuit, donc à 20h. Eh bien c'est Orion, hein, c'est notre grand jet de l'hiver. En début de nuit, c'est la culmination du grand jet de l'hiver. Donc euh, les trois mages d'Orion, Bételgeuse plutôt, on va partir comme ça, oui, Bételgeuse, Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, Rigel d'Orion et les Trois Mages, Mintaka, Alnilam et Alnitak. Je n'ai pas tapé sur la bonne. Voilà. Et alors, juste en dessous, alors profitez-en, il n'y a pas de lune. C'est le moment merveilleux pour voir la grande nébuleuse d'Orion, voilà, qui se distingue déjà dans un très bon ciel à l'œil nu. Avec des jumelles, vous en avez une meilleure idée. Et là, vous pointez votre instrument, quel qu'il soit, dessus. Moi, je sais qu'en visuel, c'est le seul objet dont on voit vraiment les couleurs. Autant on distingue les nuances de couleurs d'étoiles, même à l'œil nu, autant quand on observe des nébuleuses ou autres en visuel, les couleurs sortent très très peu par rapport à la photo. Mais sur la nébuleuse d'Orion, ouais, on les voit en visuel, les couleurs, donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'objet le plus facile à viser. Donc c'est M31, Messier 31. Non, ça c'est celle de. Je dis des bêtises. C'est M41, la grande nébuleuse d'Orion. Parce que 31, c'est celle d'Andromède. Voilà, donc en début de nuit culmine le grand jet de l'hiver. Et se lève le lion. Donc maintenant, on va suivre le lion. On va regarder ce qui se lève au cours de la nuit. Et en début de nuit, attendez, il faut regarder vers le nord. Donc la grande ours s'élève à droite. En début de nuit, la petite ours et le dragon sont au plus bas. Et Cassiopée et s'est fait redescendre, donc diamétralement opposé à l'étoile polaire qui est ici, n'est-ce pas? Eh bien, Cassiopée par rapport à la tête de l'ours. Enfin, ça, c'est le bout de la queue de l'ours ou la tête du chariot. L'étoile polaire à l'opposé, Cassiopée. Donc, on va faire tourner la nuit. On va aller jusqu'à minuit, donc 21h, 22h, 23h, 0h, minuit vrai. Donc, au minuit vrai, la petite ours et le dragon sont à 3h, c'est-à-dire comme si on regardait une horloge. Hein. Et remarquez, elle ne bouge pas, l'étoile polaire. Tout en haut, nous avons donc la grande ours qui plane sur le dos. Nous avons même le lynx qui frôle le zénith. Vous voyez, on est vraiment tout près. Et en fait, le zénith est entre les pattes de l'ours. Donc, si vous êtes allongé sur le dos, vous voyez les deux bouts des deux pattes de l'ours. Donc, on a Capella
qui redescend du côté du nord, et Persée qui redescend en milieu de nuit. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ceux qui se lèvent, qu'on n'a pas encore vus, au cours de la nuit, en deuxième moitié de nuit. Donc, au milieu de la nuit, c'est Arcturus qui s'élève à l'est. Donc, on voit aussi la Grande Ourse vraiment debout, là, en train de monter. Et puis, on a la Vierge qui vient de se lever avec l'étoile Spica. Donc, la nuit continue. Alors, il y a ce dessin-là, il n'y a pas d'étoile filante en ce moment, c'est la dèche, hein, c'est la période creuse, c'est le carême pour les étoiles filantes. En revanche, j'en profite pour une petite news, là, ce fameux météorite qui a fait un super bolide dans le ciel au-dessus de Berlin et les environs en Allemagne. C'est une météorite rare, une aubrite, un type rare de météorite en fait, qui a été retrouvé suite à la chute de ce petit astéroïde en fait, car c'était la chute d'un petit astéroïde. Je reviens sur mon ciel, donc milieu de nuit à l'est. Maintenant 3 heures du matin, Vega s'est levé, Deneb du cygne se lève. Ah, mince. 4 heures du matin, tout ce petit monde s'élève. On voit apparaître le Scorpion, Antares du Scorpion, au sud-est toujours. Je rappelle que les étoiles se lèvent toujours au même azimut, dans la même, enfin, voilà, même azimut, donc dans la même direction dans votre sphère locale, qu'elles culminent toujours à la même hauteur et qu'elles se couchent toujours dans la même direction, au même azimut pour votre sphère locale. Simplement, c'est chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. Alors, 4 heures du mat, 5 heures du mat, voici Altaïr de l'Aigle. Donc, nous avons maintenant notre grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr qui se lèvent en toute fin de nuit, évidemment, en hiver. 6 heures, ce petit monde s'élève, ici Antares, là, qu'on voit bien maintenant. Et puis 7 heures, ben voilà, il commence à faire jour et apparaissent dans les lueurs du crépuscule Vénus, qu'on va voir de moins en moins, qui se lève de plus en plus tard, donc, et encore cette semaine. La semaine prochaine, heureusement qu'elle est très brillante, bien sûr. La semaine prochaine, elle va être encore plus difficile à voir et ainsi de suite. Après, elle va disparaître pendant très longtemps, jusqu'à l'été prochain, au mois d'août. Et il y a Vénus qui se rapproche de Mars. Mars, elle, devient très, très lentement visible dans le ciel de toute fin de nuit, enfin à l'aube, quoi. Et Vénus et Mars se rapprochent et elles vont être conjointes la semaine prochaine. Et elles sont également conjointes à Pluton, que je vous montre là, où elle se trouve, Pluton. Vous voyez, elle est juste en dessous Vénus, Mars, Pluton. Donc on va avoir une conjonction des 3 planètes là, qui advient ben, ces jours-ci. Le 17 février, Vénus se conjoint Pluton. Le 22 février, Vénus conjoint Mars et Mars conjoint Pluton. Je ne sais pas si j'en ai déjà noté, mais enfin, ça va venir également d'ici la fin du mois. Et également, on va retrouver ces conjonctions en héliocentrique ensuite, un tout petit peu plus tard. Donc, on en reparlera certainement dans les commentaires astrologiques. Voilà. Nous sommes donc justement. Et puis, il y a Mercure qu'on voit plus du tout. Mercure qui va être en conjonction supérieure, donc pleine Mercure au Soleil, le 28 février également. Donc, on aura un alignement Soleil, Mercure et Saturne aussi en cette fin de nuit. Donc voilà, alors vous voyez encore Vénus en toute fin de nuit et vous pouvez choper Mars. Puis bientôt, ben, on verra Mars et on verra plus Vénus. Voilà. Puisque je me suis fixé sur le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, je vais partager avec vous cette excellente recherche de mon ami Quentin Leplat, dont j'apprécie énormément le travail. Donc c'est le, le mesureur des mégalithes de partout, de par le monde entier. Et alors en particulier, il a mesuré un certain nombre de mégalithes. Là, c'est en Bretagne. Et il fait les angles, etc. Il mesure les distances entre les mégalithes. Il voit euh,
les mesures que ça donne, et ça donne toujours des mesures qui sont, ce qui sont celles de rectangles formés de carrés identiques, toujours selon, des règles trigonométriques, et qui renvoient toujours aux mêmes unités de mesure, entre autres le mètre, qui semble n'être pas aussi récent qu'on le pense. Et donc bref, il a déterminé le lever de soleil le 14 février sur cet alignement, mais sur plein d'autres également, et je vous invite à vous inscrire, comme ça vous pourrez voir aussi la vidéo, qui est privée. Et donc je vous le lis. Quel rapport? La distance entre ces monuments est particulièrement importante, elle est de 10 milliards mégalithiques. C'est une mesure qui a été, découverte de manière pragmatique sur la mesure de très nombreux mégalithes par, un des premiers qui s'est intéressé à cette question au XXe siècle, et qui s'appelle, ça commence par un T, bon, je ne me souviens plus. Quel rapport entre la mesure et la Saint-Valentin? Il y en a un. Il y a de cela quelque temps, je recevais un mail de madame Anne-Léa Le Goff, me signalant qu'en langage sumérien, le pictogramme pour le mot mesure et aimer était le même. Et effectivement, en réfléchissant un petit peu, on voit qu'on parle d'estime, euh, pour les gens qu'on aime, et le mot estimer sert aussi à mesurer. Bon, en latin, amare deviendra aimer, puis à estimare et estimer. Même esthétique, aesthète du grec, affectivité, donc amour, tout ça, ça mesure l'amour. Or, justement, cet alignement, que se passe-t-il avec ces menhirs et cet alignement? Ben, c'est que le 14 février, au lever du soleil, il y a un grand menhir qui est devant, qui fait de l'ombre, l'ombre se retire, et ça symbolise alors l'acte d'amour de la femme et de l'homme, effectuant l'acte de donner la vie. Et alors encore une mesure relative au nombre d'or, puisque c'est le 55e jour après le solstice d'hiver, et c'est 34 jours avant l'équinoxe de printemps, ce qui nous donne un rapport, ce sont deux nombres de la suite de Fibonacci, et ça nous donne un rapport du nombre d'or. Donc je vous invite à creuser ça un petit peu plus, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je voulais vous le partager. Et on va finir avec le calendrier chinois. C'est pas ici, c'est là. Et pour bien expliquer un peu comment ça fonctionne, le calendrier chinois, donc nous entrons dans l'année du dragon de bois. C'est la première année du tronc céleste. Vous voyez, le calendrier chinois est organisé selon 10 troncs célestes et 12 rameaux terrestres, et c'est une répartition. C'est pour ça que ça fait un cycle sexadécimal, donc sur 60 ans. Et donc l'année dernière, nous étions dans le 10e tronc céleste, et c'était donc l'année du lapin ou lièvre d'eau, yin, puisque c'est le deuxième. Vous voyez, dans chaque tronc céleste, il y en a deux. Donc dans le lièvre, c'était, enfin, dans l'élément eau, je veux dire, c'était avant le lièvre, donc je ne sais plus ce que c'était déjà. Et là, l'année dernière, donc 2022, non, 2023-2024, c'était donc le tronc céleste Guy de l'élément eau, yin, c'était le lièvre d'eau, yin. Et nous sommes maintenant dans l'année du dragon de bois, yang, puisque c'est la première. Et donc, rameau terrestre, ici, voilà, chêne. Donc, le 5e rameau terrestre, premier tronc céleste, 5e rameau terrestre, le dragon. Donc là, ce dragon, il est donc de bois, donc yang. Voilà. Si vous comprenez comment, c'est mieux vous faire comprendre comment est organisé ce calendrier qui remonte dans les origines du calendrier, était d'abord un calendrier, et d'abord une horloge, c'est d'abord les heures de la journée que ça permettait, que ça mesurait. Enfin, du moins les 12 rameaux terrestres. Après, on rajoute les 10 troncs célestes pour faire le calendrier. Dans les heures.
chinoise, il y a l'heure du rat, ça commence autour de minuit, et puis c'est par tranche de 2 heures, ont pu être extensibles. Parce qu'autrefois, on avait des heures qui respiraient. Je ne sais pas si c'était le cas pour le calendrier chinois. En tout cas, autour de minuit, c'était le rat, et puis vous faites le tour de l'horloge des 24 heures. Voilà, donc autour de minuit, le rat, ensuite le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent. Donc l'heure du midi, à peu près entre le serpent. Non, c'est l'heure du cheval, l'heure du midi. Puis mouton, singe, coq, c'est l'heure à peu près du soir, du coucher du soleil. Chez nous, c'est le lever. Chien et porc. Voilà. Les amis, je vais revenir, je vais cesser ce partage. Qu'est-ce qui me reste à vous dire pour cette semaine dans ce bulletin astronomique? De vous souhaiter un bon ciel, bien entendu, une, une bonne entrée dans la nouvelle année du dragon de bois. Montons, c'est sûr, c'est un nouveau départ. Alors, ben, merci si vous avez aimé ce bulletin, de mettre un pouce, de vous abonner si c'est déjà fait. Je remercie tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Mettez-moi un petit tip si vous pouvez pour m'aider à pousser le bouchon. Et puis, je crois que j'avais quelque chose d'important à vous annoncer, mais je l'annoncerai plus précisément dans la vidéo suivante. C'est un webinaire que je vais donner samedi 17 février et nous allons parler d'Elon Musk. Voilà, je vous en dis plus dans la vidéo des commentaires astrologiques à ce sujet. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, donc le 15 février, à la même heure pour l'enregistrement du nouveau bulletin astronomique. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.